Bienvenue sur The Fashion Therapist, le premier live que j'organise, donc avec Sylvette Lepère. Merci Sylvette d'être là pour moi. Patricia. Vraiment, ça me touche énormément. The Fashion Therapist, en fait, c'est un concept ou un nom que j'ai déposé en 2019, car au cours de ma carrière de coach et de consultante, on me dit souvent que je suis thérapeute de la mode parce que j'ai une approche un petit peu particulière, très personnelle, des gens que je coach dans le domaine de la création. Donc en fait, j'ai créé un magazine digital de Fashion Therapist pendant la pandémie. Et dans ce magazine, j'ai interrogé des créateurs, des artistes que j'avais rencontrés, avec qui j'avais travaillé, pour leur poser des questions très personnelles, pour qu'ils puissent nous partager leurs émotions, leurs ressentis pendant cette période qui a été complètement dingue. Très particulière, on est bien d'accord. Et donc depuis, je n'avais rien fait et j'avais envie de le reprendre parce que c'est quelque chose de très personnel. Et pour ça, j'ai eu envie d'interviewer des personnes, donc The Fashion Therapist, ça sera donc essayer de vous partager, vous faire connaître des personnes du secteur de la mode, de notre industrie qui nous est tellement chère, qui fait rêver beaucoup de monde, mais surtout qui fait beaucoup rêver, mais qui surtout en fait vous présenter ces personnes, leur donner un petit peu, vous donner un petit peu plus d'informations sur elles, parce que dans ce monde de mode qui est quand même beaucoup de semblants ou de faux semblants, il y a souvent des hommes et des femmes à connaître de façon plus personnelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai choisi Sylvette Lepère. Donc pourquoi Sylvette? Sylvette, c'est une femme. Donc merci Sylvette. Ça m'a touchée énormément. Patricia, parce que commencer cette aventure avec toi. Oui, merci vraiment. Parce que Sylvette, voilà, c'est une femme que je connais depuis 2012. On s'est rencontrés dans un showroom, donc Designer Apartment, showroom de la Fédération de la haute couture et de la mode. Et puis il y a eu une sorte un petit peu un effet miroir. Donc voilà, l'effet miroir. Eh bien, quand je parle avec Sylvette, quand on partage sur la mode, il y a une vraie passion qu'on a ensemble, en commun. Sylvette est une femme qui aime parler et faire émerger aussi des créateurs. Elle aime les profils atypiques et c'est une femme qui effectivement peut par moments impressionner, et on m'a souvent dit que je pouvais impressionner, donc je pense qu'aujourd'hui c'est faire tomber les masques, et Sylvette a accepté de venir là ce soir. Sylvette Lepère, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la directrice des partenariats et de l'image de la Redoute. Elle a été élevée au rang de chevalière des arts et des lettres en 2023 pour son implication dans le domaine de l'industrie, de la mode et de la création, parce qu'elle soutient énormément la jeune création. Et la Redoute, pour ceux qui ne connaissent pas la Redoute, eh bien, effectivement, c'est aussi une très belle entreprise française. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir Sylvette avec nous, parce que la Redoute, c'est une entreprise française iconique qui, moi, a baigné mon enfance. Un rayonnement international. Avec un rayonnement international, et qui a connu une rédemption, c'est un VPCiste, mais qui a connu une rédemption sous la houlette de Nathalie Ballard et Éric Courteil de 2009 à 2022, qui est devenu un e-commerce leader dans le domaine de la mode et de la décoration. Donc voilà, je vous ai posé un petit peu le paysage, et maintenant revenons à toi Sylvette, qui va être le cœur de cet entretien. Donc Sylvette, parle-moi de ton rôle dans cette belle entreprise, de ce parcours que tu as fait, parce que je rappelle aussi que Sylvette, ça fait 42 ans qu'elle est à la Redoute, et donc elle a tout vu, tout vécu, tout compris, et elle a surtout fait évoluer. Tout compris, je sais pas. Peut-être pas, mais effectivement tu as accompagné cette entreprise au même titre que beaucoup de salariés. Et donc j'ai envie que tu nous en parles, et que tu nous parles de ton rôle aujourd'hui très important concernant les collabs, les collaborations avec la jeune création, ce qu'on appelle nous communément dans notre domaine la collab. Voilà. D'abord, je voudrais te remercier, Patricia. Merci pour ta confiance, pour l'intérêt que tu me portes et que tu portes à la Redoute. Donc si tu veux tu souhaites que je revienne un peu sur mon parcours. Oui. Alors, rapidement, peut-être sur les collaborations, c'est depuis 1969, effectivement. La Redoute soutient la création en invitant
des créateurs, des maisons de couture, des jeunes émergents, avec l'idée de évidemment soutenir la création et proposer des collections à des prix accessibles et d'offrir un style créateur. Ça, c'est très rapidement le concept des capsules créateurs. Mon parcours, si on s'y attarde un peu plus, je suis rentrée effectivement à 18 ou 20 ans à la Redoute. Oui, c'est ça. Voilà, la vie professionnelle a passé très vite. Pour un stage, tu es arrivée. Je suis arrivée pour un stage vacances pour le mois d'août, pour me faire un peu d'argent. Et ça a duré 1 ou 2 années. Et ensuite, je suis rentrée à la Redoute dans un service qu'on appelait à l'époque le service importation, en lien avec le service des douanes. Et donc j'étais dans un univers très masculin avec des hommes un peu comme ça, bourrus, très durs, qui me proposaient des verres de bière et moi je leur demandais s'il n'y avait pas plutôt des boissons non alcoolisées ou simplement un verre d'eau. Voilà, donc j'étais dans le bain de ce milieu. J'ai fait ça quelques années, peu de temps. J'ai eu envie de changer et donc pendant quelques années, j'ai été gestionnaire d'un rayon qu'on appelait à l'époque les produits bruns. Façon rapide, c'est en fait les magnétoscopes, les ordinateurs, qui étaient un rayon tout à fait important à l'époque à la Redoute. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai ensuite été acheteuse pour des magasins de la Redoute, de prêt-à-porter qui n'existent plus aujourd'hui. Période que je n'ai pas forcément beaucoup aimée. Et en 97, la Redoute lançait un nouveau catalogue de décoration, AMPM, et on m'a proposé d'être attachée de presse pour le lancement de ce catalogue. Et attachée de presse, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai rencontré des gens intéressants, des journalistes, des architectes, des décorateurs d'intérieur, enfin voilà, un monde que je ne connaissais pas forcément. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai été également attachée de presse sur la mode tout en gardant la déco. Donc j'étais l'attachée de presse Redoute. Et quelques années après, en fait, j'ai dirigé l'équipe presse. Une période idem que j'ai beaucoup aimée. Et quelques années après, la Redoute crée une entité bureau de style pour l'ensemble des collections de la Redoute, hommes, femmes, enfants, parce qu'il faut rappeler que la Redoute crée plus de 80% de ses collections. Nous avons des stylistes, des designers, des illustrateurs. Et donc, on m'a proposé de prendre ce poste que j'ai pris. Mais j'ai souhaité garder effectivement les collaborations créateurs, puisque je m'en occupais déjà depuis un moment. Étant à la presse, je m'occupais également des collaborations créateurs. Donc, voilà. Donc les collaborations créateurs, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, une collaboration créateur, donc effectivement, l'idée c'est de proposer des pièces créateurs à des prix accessibles. C'est évidemment, le mot collaboration a tout son sens. Ça veut dire que c'est un travail avec un créateur, avec une marque. Et je dirais que c'est durant un laps de temps, une histoire de confiance, de rencontre, de transparence. On travaille ensemble, donc on se met d'accord sur quel type de pièce nous avons envie. Moi, si je vais chercher un créateur, c'est pour avoir l'essence même de sa marque, pour avoir son ADN. Ouais, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est quel est ce processus qui t'amène à choisir une personne ? Parce que tout le monde ne peut pas collaborer avec la Redoute. C'est un univers tellement différent. Comment toi, au milieu, tu es ce chef d'orchestre, c'est quoi en fait tes critères de sélection ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Alors moi, je pense qu'il faut faire les choses de façon instinctive. Je pense il doit y avoir de l'émotion, il doit se passer quelque chose, aussi bien entre le créateur et moi qu'entre son univers. Moi, ça m'intéresse de découvrir son univers. Quelque part, il y a une part de sa personnalité aussi. C'est ça que j'aime. Au-delà des vêtements qu'il crée, je trouve que son vêtement, il dit quelque chose de lui, il dit quelque chose de son univers. Ouais. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc j'y mets pas de formule magique, de formule mathématique, j'y vais à l'instinct. Je me pose la question, est-ce que ça a du sens pour la Redoute ?
La Redoute a toujours été dans l'air du temps, a toujours soutenu la création. Un jeune talent auquel je crois, je trouve que ça fait sens qu'il soit effectivement au sein de La Redoute le temps d'une collection. Voilà, je fais les choses de façon très naturelle, je pense que ça doit me parler, ça doit m'inspirer. Et là, je parle pas, j'aurais envie de porter cette pièce, le sujet n'est pas là. Il y a beaucoup de créateurs avec qui nous avons fait des collaborations où je ne porterai pas forcément son vêtement pour X raisons. Il n'empêche que je trouve son travail intéressant, j'aime la façon dont il aborde la création. Voilà, tout simplement. Ce qui est important, c'est que tu penses effectivement à tous ces consommateurs, consommatrices qui sont en fait les clients de La Redoute, qui puissent avoir aussi accès à un produit qui soit plus créatif, sachant que comme on a souvent parlé de ça ensemble, c'est très important quand on accompagne quelqu'un ou que tu fais une collaboration comme ça, de ne pas dénaturer le créateur. Oui. Et toi, tu arrives sur des créateurs comme, tu as eu des gens comme Kevin Germanier, on a eu, où tu as pu vraiment décliner pour en faire vraiment, en gardant l'ADN de la marque, pour que ça soit accessible à une clientèle beaucoup plus large. Et c'est vraiment propre à La Redoute. Et je pense que ça, c'est à plusieurs titres, c'est-à-dire que c'est d'une part, ce n'est pas pour dénaturer son travail. Ouais. D'autre part, je pense que La Redoute, par ce biais, révèle aussi des jeunes talents, comme je le disais tout à l'heure. La Redoute est présente en France, mais aussi à l'international. Donc, tu offres une visibilité incroyable. Et c'est faire offense à personne de dire que peut-être un Kevin Germanier n'est pas encore connu de tout le monde, une Christelle Cochet pareil, une Clara Daguin, et je pourrais en citer d'autres. Oui, et voilà, tout d'un coup, on les met en avant, on leur offre un terrain d'expression. Et puis, et ça je le dis parce que ces créateurs me le disent, pour eux c'est un formidable exercice de s'adosser à une maison qui fait ça depuis longtemps et qui, je pense, le fait plutôt pas mal. Ouais. Et donc, voilà, ils sont à l'exercice de oui, on va faire des pièces qui vont rencontrer un large public, mais on va être accompagné par des gens qui savent faire, parce qu'à La Redoute, et je ne peux pas ne pas citer la modéliste qui m'accompagne sur tous les sujets créateurs, Marie-Pierre. Voilà, nous avons plusieurs modélistes, mais Marie-Pierre en particulier m'accompagne sur tous les sujets créateurs. Et ce métier qui est la petite main dans les maisons de couture, à La Redoute, nous l'avons. Donc ça, c'est très précieux pour un créateur. Et à chaque fois, je me rends compte... On l'arrête plus maintenant, vous voyez, ça y est. À chaque fois, ça devient le fashion therapist de La Redoute. À chaque fois, je me rends compte que le créateur et Marie-Pierre, eh bien, ils parlent le même langage, technicité, savoir-faire, expertise. Et tout ça sont des rencontres. Moi, mon plus grand bonheur, ce sont les rencontres. Les rencontres. C'est l'humain au cœur du processus créatif. Exactement. Si tu me demandes qu'est-ce qu'il y a de plus excitant dans ce que tu fais, j'appelle pas ça un métier, c'est effectivement les premières fois. La première rencontre, la première séance d'essayage, la première fois où on voit les tissus, enfin voilà. Alors justement, cette première fois, non mais cette intuition, cette première fois, en fait pour moi, c'est quelque chose qui est inné. Et donc, bon, déjà quand je te vois, je trouve que tu es d'une élégance naturelle et tu as une façon d'être, de t'habiller. Il y a quelque chose de très, effectivement, d'évident et en même temps, on pourrait croire que c'est étudié, pas étudié, mais pour moi, ça vient toujours de quelque part, d'un endroit qui fait partie de notre histoire, de notre enfance. Donc, tu vois, j'ai envie de t'emmener là-dessus en fait. Mais toi, avant ces 18 ans, donc jusqu'à 18 ans, dans quel contexte tu vivais? Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que quand tu étais beaucoup plus jeune, est-ce que tu pensais qu'un jour tu ferais carrière à La Redoute? Enfin, en tout cas, carrière dans la mode, pas La Redoute, parce que voilà, c'est surtout, est-ce que tu avais une appétence pour la mode? Comment? Est-ce que tu aurais des éléments à nous offrir, à nous de toi, de cette période qui est tellement essentielle, parce que c'est là où moi je glane les pépites qui font la différence avec les gens, et je pense qu'il y a quelque chose que tu peux nous partager là-dessus. Alors je suis née à Roubaix, mes parents vivaient à Roubaix. Je ne dirais pas que quand j'étais enfant, je pensais que je ferais carrière dans la mode. D'ailleurs, je ne pensais pas à la notion de carrière. En revanche, j'avais une mère extrêmement élégante, qui cousait beaucoup et qui aimait beaucoup avoir une certaine singularité, qui se démarquait des autres. C'est une femme qui était beaucoup regardée dans la rue, elle avait beaucoup d'allure.
Et donc, je pense que ça m'a nourri forcément. Après, j'avais un oncle qui était professeur de dessin d'art et qui me parlait beaucoup peinture. Donc ça me nourrissait également. Voilà, je pense que oui, certainement. C'est un contexte. Et puis Roubaix, le berceau de la filature. Voilà, le Roubaix. Puis la ville d'Arnaud, de Bernard Arnault. Bernard Arnault est né à Roubaix, effectivement. Donc voilà, mais je ne pensais pas effectivement carrière dans la mode. Pour te dire, j'aurais beaucoup aimé être vétérinaire. D'accord. Voilà, par exemple, donc rien à voir, mais il n'empêche que ce que ma mère me renvoyait, la façon dont elle portait les vêtements, ou avec un petit foulard, tout d'un coup elle avait une allure incroyable, et je pense que c'était pas uniquement les yeux de sa fille qui le voyaient, ça m'a beaucoup inspirée. Voilà. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, cette élégance naturelle aussi qui te définit. Enfin, quand tu arrives avec ta grande chevelure flamboyante, tes lunettes, et voilà, je veux dire, t'arrives, il y a un endroit où on se dit, waouh, mais qui est cette femme? Et donc il y a quelque chose qui effectivement vient de... Oui, de ma mère certainement, parce que effectivement, quand ma mère était de ce monde, je pensais toujours effectivement comment j'allais me présenter à elle. Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur toi, cette silhouette, ta silhouette? Tu pourrais me répondre à cette question? Oh, ça c'est compliqué d'en parler, de parler de soi, de sa silhouette. Je pense que j'ai toujours un peu vu la mode comme un jeu en fait. Je pense que c'est une façon certainement peut-être de se cacher ou au contraire de se montrer. Pour moi c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu et peut-être que ça c'est un peu comme ce que ma mère m'a légué, cette envie de faire sa mode à soi. Par exemple, quand on parle toujours des tendances, moi c'est quelque chose que je n'aime pas, je suis pas à l'aise avec les tendances. Je trouve que chacune, on a sa personnalité, on se fait... Oui, je suis d'accord avec toi. On se fait, c'est sa personnalité et d'une personne à l'autre, le même pantalon, les mêmes chaussures, tout ça ne rend pas la même façon parce que c'est avant tout la personne. Je crois beaucoup dans cela. Mon style, j'ai beaucoup de difficultés à le définir. Oui, parce que tu es assez souvent, donc là aujourd'hui tu nous as mis un très joli chemisier à pois, mais souvent tu es assez sobre en fait. Je trouvais que... Femme varie. Oui, Femme varie, c'est une question d'humeur, une question de tempérament, une question de coup de cœur que j'ai pu avoir. Je fréquente beaucoup les boutiques de pièces qui ont déjà été portées, qui ont déjà été vécues, qui ont une histoire. Oui, donc ce rapport au vêtement, tu as quand même... Oui, ça j'aime beaucoup. J'aime que le vêtement ait une histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette industrie-là où en fait on consomme beaucoup ce consumérisme, cette surconsommation, ces vêtements, parce qu'on est un peu dans un monde de paradoxe actuellement. Et qu'est-ce que toi, quelle est ta position par rapport à ça, ce qui se passe aujourd'hui dans cette industrie? Bon, je pense qu'on consomme quand même un peu moins. Je pense un peu moins, il y a plus de conscience, On consomme un peu moins. Après, je pense que le monde est difficile. On parle beaucoup des uns et des autres, des pièces peu chères, mais je pense que c'est aussi une question de moyens des gens. Donc, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, on voit le succès quand même des marques, enfin des boutiques de seconde hand. Oui. Voilà. Parce que moi, ce qui me vient en ce moment, enfin, justement, on est dans une période extrêmement transitoire, puis cette pandémie a accéléré, et donc bon, c'est pas nouveau, tout le monde en parle, etc. Et je trouve qu'on vit dans un monde de paradoxe, tu vois. C'est un mot qui revient en permanence depuis quelques mois, puis j'ai toujours un mot de temps en temps comme ça, et puis je travaille dessus en fait. Et là, ce qui me venait, c'est que je pensais aussi à Loïc Préjean, c'était le titre de ce second livre, il disait « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'amour et de paix, et puis il y a des guerres, il y a de la haine. On parle de slow fashion, mais on consomme fast fashion. On parle pour moi, la couture, c'est un métier de femme. Hein, nos grands-mères, nos grand-mères, c'est la femme qui en fait... C'était quand même un métier de femme. Il y a toujours eu des hommes. Il y a toujours eu des hommes, mais quand même, c'est quand même aussi un métier de femme. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre industrie,
j'ai envie de t'emmener un petit peu parler de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes créateurs qui sont à la tête des grandes maisons. Il y a plus d'hommes à la tête des grandes maisons que de femmes. Et en ce moment, on parle beaucoup de la femme, de cette place dans la société. Beaucoup de personnes y travaillent. On est en train de révéler beaucoup de choses. Quel est ton point de vue? D'après toi, pourquoi il y a plus d'hommes choisis et mis à la tête des maisons, des grandes maisons, que de femmes? Qu'est-ce qui te viendrait, toi, par rapport à ça? Moi, je pense que je préfère avoir un homme qui a du talent qu'une femme qui n'en a pas. Ok. Donc, mais il y a quand même des femmes qui ont du talent. Et qui... Oui, il y a des femmes qui ont, oui, il y a des femmes qui ont du talent. Je ne sais pas s'il y a forcément plus d'hommes à la tête de maison. Si. Oui. Ouais. En tout cas, un homme a un regard un peu différent. Un peu ça, différent, je trouve c'est ça, ça tu vois, intéressant. peut-être, voilà. Moi, je n'aime c'est pas pas trop jugé rentrer non plus, dans le débat Non, c'est pas, homme-femme. voilà, c'est pas juger, c'est peut-être avoir une réponse à ça en Oui. fait. Est-ce que l'homme a une approche oui. différente du vêtement pour la femme peut-être? Je trouve, et encore une fois, il ne faut jamais tomber dans la caricature, mais je trouve qu'un homme qui travaille des collections a une sensibilité qui me plaît beaucoup. Les créateurs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, oui, je trouve qu'ils posent un œil assez délicat, assez sensible sur la femme. Ils ont une approche quelque peu différente. D'accord. Ouais. Donc c'est intéressant, tu vois, parce que moi je ne veux pas juger et en même temps c'est un fait, ok? Mais c'est bien d'avoir aussi quelques réponses à ça, tu vois, parce qu'on en parle quand même beaucoup aussi. Je pourrais en citer un, peut-être Alexandre Blanc, je trouve. Oui, Alexandre Blanc. Oui. Ce garçon, il a une belle âme, il est délicat et il a une approche tellement élégante, tellement sensible. Je trouve que voilà, j'ai beaucoup aimé travailler avec Alexandre. Il a arrêté sa marque et il est rentré chez Hermès. Absolument. Ouais, c'est une très très belle personne. C'est vrai que quand c'est un tout comme ça, c'est aussi très important. Ouais. Donc, quand on parle de ces paradoxes, quel serait ton plus grand paradoxe, toi? Question plus personnelle. Alors, j'ai lu un livre de Boris Cyrulnik, qui, je ne sais plus lequel, qui disait, je pense à quelque chose comme ça en fait, que le paradoxe de la condition humaine, c'est de ne pas pouvoir s'en sortir seul sans l'aide des autres. Et pour moi, ça, c'est un paradoxe. Et je dirais que au plus on avance, au plus, en tout cas moi, j'avance en âge, au plus je me dis qu'effectivement, quand même, il faut l'intervention d'autres, de gens autour de soi, de gens qui sont précieux, de gens auxquels on tient, pour effectivement, pour se révéler, pour se sentir... c'est un constat que je ne faisais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est un constat, parce que tout au long de ces années et cette carrière à la Redoute, tu as senti qu'il y avait des choses, il y avait des moments, il y a eu des obstacles sur ton chemin et tu as senti que tu étais plutôt quelqu'un qui était... Bon, de toute façon, tu as toujours collaboré avec beaucoup de personnes, c'est dans une entreprise. Oui, donc, bien sûr. Mais tu t'es sentie seule ou... Dans plus de 40 ans professionnels, oui, bien sûr, il y a forcément de belles rencontres. Hein. Je peux citer les belles rencontres. Il y a eu Alain, qui était un chef de produit formidable. Il y a eu Marina, Marie-Pierre, j'en parlais tout à l'heure. Nathalie Bala, forcément. Là, c'est la plus belle rencontre pour moi, professionnelle. Oui. Sans nul doute, c'est Nathalie Bala la plus belle rencontre. Après, oui, il y a eu des rencontres moins heureuses, mais elles m'ont fait avancer aussi. Là, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont tombés dans les poubelles de mon histoire professionnelle. Mais bien sûr, il y a forcément des moins belles rencontres, bien sûr. Et est-ce que dans ce monde que tu aimes vraiment beaucoup, et comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas eu le sentiment de faire une carrière? Et moi, c'est ce que je ressens aussi. En fait, j'ai jamais cherché à faire une carrière dans la mode. Je suis arrivée dans la mode et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait ce que j'ai fait. Ça a été que des opportunités. Et puis, donc, je comprends ton point de vue. Est-ce que tu as eu des moments où il y avait... tu avais le sentiment quand même d'être, parce que c'est quand même, ça peut être énergivore, ça peut être oppressant. Est-ce que tu as des mécanismes de survie par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as mis dans ta vie en parallèle? Est-ce que tu sépares bien? Est-ce que tu arrives? Parce que c'est aussi un sujet. Quand on est dans la bonne, l'impression qu'on vit que pour ça, en fait. Ça nous... Oui, moi, je ne sais pas faire je ne suis pas tellement coupée, mais voilà. Ça, c'est un sujet. Je dirais que
J'ai arrêté l'école, j'ai fait un bac B, j'ai arrêté, j'avais vraiment envie de travailler, j'avais envie d'être indépendante, j'avais envie de gagner de l'argent, donc pas d'études en particulier. Et je dirais que ce qui m'a nourri durant toutes ces années, c'est cette soif d'apprendre, de découvrir, de rencontrer. Voilà, j'avais envie de tout embrasser en fait, et c'est pour ça que j'ai fait ces services différents. Et à chaque fois, je disais, je commence à m'ennuyer, et on me proposait autre chose. Et ça, c'était merveilleux. En fait. Voilà, et ça, je remercie effectivement la Redoute de m'avoir donné cette chance, parce qu'à chaque fois, effectivement, je sentais peut-être que je commençais un peu à m'ennuyer, en avoir fait le tour. Et puis il y a quelque chose qui arrive. Je me disais, mais il y a tellement de choses à découvrir. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça que ça a passé tellement vite, ça a tellement été intéressant. Effectivement, je suis toujours un peu en ébullition sur le sujet. J'ai de la difficulté quelquefois à coupler, effectivement, à scinder vie privée, vie professionnelle, mais je me soigne. Et mon mari me soigne. Voilà. Donc, est-ce que tu as un rituel que tu pourrais nous partager? Quel petit rituel que tu fais de temps en temps, une méditation? Enfin, qu'est-ce que tu as quelque chose qui te permet de te recentrer, de beaucoup de vélo, beaucoup de marche. D'accord. Donc, tu es assez sportive en fait. Voilà. Et j'écoute pas mal de musique. Oui, de la musique classique, je crois. Oui. Donc, écoute, je te remercie pour ces partages et j'ai envie de te proposer un petit exercice, un petit portrait chinois. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu et pourquoi? L'hiver, parce que j'aime les vêtements en hiver. Parce que c'est de la matière. Parce que c'est de la matière, parce que ce sont des superpositions, parce qu'on est relativement couvert et je trouve ça plus élégant. Si tu étais un élément naturel, lequel? Eau, feu? Ni l'eau, ni le feu. La terre peut-être, parce que j'aime beaucoup la nature, je me promène beaucoup, j'aime la beauté des arbres, donc plutôt la terre. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Toi qui aimes les animaux. Oui, moi qui aime les animaux, je serais certainement un chat. Un chat, parce qu'il est tellement indépendant, il est tellement attachant, mais libre. Voilà, exactement. Ça ne m'étonne pas que tu me répondes ça. Si tu pouvais vivre dans une autre époque, laquelle choisirais-tu? Je reviendrais dans les années 70 pour cette liberté que je ressentais dans les années 70 et que je ressens moins aujourd'hui. Ouais. Puis il y avait aussi beaucoup de créativité, d'émergence. Oui, et puis beaucoup de choses effectivement un peu plus folles. Parce que ça, tout à l'heure quand tu me disais, quand tu me posais la question sur mes choix, moi j'aime être interpellée par des choses qui sont très différentes, presque dérangeantes. J'aime bien les looks un peu particuliers. Ouais, j'aime les profils atypiques, très atypiques. Même peut-être certains diront de mauvais goût. Moi tout ça, ça me plaît. Je trouve que le trop sage m'ennuie un peu. T'ennuie. Ok. Et si tu étais un style? Si j'étais un style, quels sont les styles pour toi? Casual, élégant, bobo chic, plutôt classique, plutôt extravagant. Extravagant. Si tu étais un vêtement, lequel serais-tu? Un vêtement. Un vêtement, une blouse. Une blouse? Oui. Et pourquoi? Une blouse parce que elle peut se porter de différentes façons et elle peut avoir des styles très différents. On peut l'accessoiriser. Elle peut, revêtir d'autres formes. Je suis assez étonnée, c'est pour ça que je suis surprise, j'aime beaucoup. Voilà. Si tu étais un accessoire, lequel serais-tu? Les chaussures. Chaussures. Des chaussures. Oui. Si tu étais un créateur ou une marque, lequel serais-tu? Laquelle serais-tu? Ou lequel serais-tu? Créatrice. Un nom? Un nom. Alors, pour ce qu'elle fait ou pour sa personnalité? Ou ce qu'elle fait? Pour ce qu'elle fait. En ce moment, j'aime ce que fait Victoria Beckham. D'accord. Et pour sa personnalité, dans ce cas, une autre? Pour sa personnalité,
Jeanne Lanvin. Magnifique, deux femmes complètement opposées, très différentes. Si tu étais une couleur, laquelle et pourquoi? Cardinal. Ah. Mystérieux. Mystérieux. Je le dis toujours, énigmatique, mystérieuse. Donc vous voyez, si tu Faut pas n'avais faillir à sa réputation. Exactement. Donc, si tu n'avais pas été dans la mode, qu'est-ce que tu aurais fait? Et je crois que tu m'as répondu tout à Ouais, l'heure. j'aurais aimé être vétérinaire pour soigner les animaux, parce qu'ils me touchent. J'aurais aimé effectivement, par exemple Jeanne Goudal, c'est une femme que j'admire beaucoup, Mhm. fait partie des femmes que j'admire. Voilà, je pense que... Pour son travail avec les singes. Ouais, j'étais pas forcément faite pour ça, parce que les mathématiques, c'est pas ce que je préfère, mais j'aurais beaucoup aimé être près des animaux, Là, c'est quelque chose que je ne savais pas et que j'ai Voilà. découvert. Oui. que je ferai certainement après. Plus tard. Ah, t'as un projet? Pas encore, Pas mais encore. Non, tu pourrais. en tout cas, il faut En vivre parallèle. avec des projets. Oui, à oui, tout bien âge, sûr, donc, bien sûr. évidemment. Ah, c'est sûr. D'accord. Et alors, une dernière question pour terminer ce live. Voilà, sur Sylvette. Et si tu pouvais avouer un secret que tu n'as jamais dit, lequel serait ce secret? Quelque chose que tu n'as jamais dit. Qui ne deviendrait donc plus un secret. Eh oui, exactement. Aujourd'hui, il ne deviendrait plus un secret. Tu nous livrerais quelque chose. Non. Mon côté mystérieux va l'emporter. Voilà. Je ne vais pas pouvoir le révéler, ce secret. Ok, je te remercie, Sylvette. Avec plaisir, Patricia. Voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à découvrir Sylvette, voilà, qui a accepté ce partage ce soir. En tout cas, Merci je te à vous. remercie. Et merci à vous. Merci, Patricia. Merci. Bye bye, au revoir, à bientôt.